je pense qu'on a bien compris maintenant ce que j'appelle, pour définir le corps occidental tel que le conçoit la cybernétique, un corps calcul. Maintenant, j'en arrive vraiment à la dernière partie de cette séance, de cette longue séance. Je vais donner deux illustrations différentes de ce qu'est non plus un corps calcul, mais un corps écrit. Un qui vient de la littérature, dans Moby Dick, et l'autre, et je terminerai là-dessus, ce sera qu'est-ce que c'est que le corps écrit selon la mystique juive. J'ai voulu terminer sur la mystique juive parce que ça annoncera la nouvelle série qui va commencer à partir de la prochaine séance sur la question d'Israël. Je vais peut-être l'appeler comme ça d'ailleurs. Je cherche un titre à cette nouvelle série sur le sionisme, l'antisionisme et l'État d'Israël, et je vais peut-être l'appeler la question d'Israël. Ou la question Israël. Voilà, je viens d'y penser. Voilà, certains d'entre vous se souviennent, peut-être, de l'étrange et magnifique épisode de la mort de Queequeg dans Moby Dick, ce chef-d'œuvre si profondément irradié du texte de la Bible juive. D'abord, Melville explique que Queequeg n'est pas de ce monde. Queequeg était natif de Rokovoko, écrit-il au début de Moby Dick, une île très loin dans le sud-ouest. Elle n'est sur aucune carte, les endroits vrais n'y sont jamais. En anglais, it is not down in any map, true places never are. L'indication de son lieu, du lieu de Queequeg, se trouve scellée en réalité parmi les tatouages dont son corps est mystiquement recouvert, comme l'est celui de la baleine, d'écriture mystique, lesquels sont en quelque sorte la subtile métaphore de la texture même du livre que compose le récit d'Ishmaël, soit le roman Moby Dick. Le corps de Queequeg, décrit par Melville, est ainsi une réserve vivante d'écriture, de sorte que lorsqu'il signe son engagement à bord du Pécode, le navire du luciférien capitaine Achab, c'est comme s'il trempait la plume dans l'encrier de sa chair, en prenant modèle sur, écrit Melville, un bizarre chiffre rond tatoué sur son bras. An exact counterpart of a queer round figure. Alors, pourquoi j'ai parlé de l'influence de la Bible sur Melville, donc évidente, parce que les hébraïsants parmi vous, ou ceux qui ont suivi l'ultime séance de ce séminaire consacré à Spinoza l'année dernière, ne peuvent pas ne pas entendre dans le nom Pécode le verbe hébraïque pakad, qui était le paradigme, souvenez-vous, favori de Spinoza dans son compendium, dans son abrégé de la grammaire hébraïque, et qui signifie aller vers, rendre visite, et dont la déclinaison à la forme réfléchie, ce qu'on appelle le hitpael, en hébreu, est extrêmement rare dans la Bible. Elle équivaut à se compter, se recenser, pour la raison que l'on ne saurait logiquement se rendre visite à soi-même. Je vous renvoie à la 29e séance du 30 mai 2021. Et bien pourtant, c'est ce à quoi procède Queequeg, lequel, d'une certaine manière, en comparaison du très tourmenté Achab ou de l'incertain Ishmaël, qui forme avec Queequeg une dualité mystique comme l'ombre avec le soleil, ou le corps Ishmaël avec l'âme, qui serait Queequeg, semble parfaitement connaître son lieu propre, Queequeg, et savoir en permanence où il se trouve, en ce qu'il a une conscience aiguë de là d'où il provient. Et Queequeg est ainsi, dans le roman, l'incarnation de la noblesse même. Tout ça décrit par Melville. Alors, il y aurait bien entendu 1000 choses passionnantes à exprimer lors d'une longue étude consacrée à Queequeg. Je veux simplement signaler ici aujourd'hui que le corps mystiquement scripturaire de Queequeg, dont les tatouages figurent assez clairement, quand on lit entre les lignes de Moby Dick, le texte mystique qu'est Moby Dick lui-même. Or, ces tatouages, écrit Melville, avaient été l'œuvre d'un prophète. Donc il est tatoué sur tout le corps. Or, ces tatouages avaient été l'œuvre d'un prophète et voyant, décédé dans son île natale. Par le moyen de ces hiéroglyphes, il avait tracé sur le corps de Queequeg une théorie complète des cieux et de la terre et une sorte de ruse mystérieuse sur l'art d'atteindre la vérité. Le corps de Queequeg était donc une énigme à résoudre, une œuvre merveilleuse en un volume, mais il ne pouvait pas se lire lui-même, bien que son cœur vivant batte sous la page.
Ces mystères étaient donc destinés à pourrir finalement avec le vivant parchemin sur lequel elles figuraient et à s'éteindre à jamais. Vous voyez, là on a vraiment décrit de manière magnifique par Melville un corps écrit et non plus un corps calcul. Le corps de Queequeg, cette énigme à résoudre, pour reprendre les mots de Melville, a riddle to unfold, à déplier, à déployer, ne saurait être réduit à une somme d'organes disponibles au calcul et fonctionnant entre eux comme l'association des prolétaires d'une usine capitaliste. Hein, j'ai évoqué la dernière fois l'allégorie l'analogie entre l'usine et le corps, qui est une analogie générale et majoritaire aujourd'hui. Le corps de Queequeg est le lieu symbolique de l'énigme même de la résurrection, qui est aussi un des thèmes majeurs du roman de Moby Dick, c'est-à-dire de l'immortalité de l'âme. Et c'est bien ce qui est démontré dans ce chapitre sur la mort de Queequeg, et sa résurrection donc, lorsqu'il tombe brusquement malade. Si bien, écrit Melville, qu'il ne resta guère de lui que ses os et ses tatouages. C'est-à-dire, en vérité, lorsqu'il prépare par le truchement de son texte-corps le miracle de sa propre résurrection. Et voilà ce qu'écrit Melville. Au milieu même de la maladie, il vous jetait un regard qui demeurait un témoignage de cette immortelle santé qui ne pouvait ni s'éteindre ni s'affaiblir en lui. Le regard, les yeux. Queequeg, donc, qui se prépare à mourir, se fait sculpter une pirogue cercueil. Et Melville offre tous les indices, je n'ai pas le temps de tout analyser, hein, je vais vite parce que bon, vous retrouverez tout ça en lisant le roman. Il offre tous les indices permettant de comprendre que cette mort imminente de Queequeg est irréductible à la mort qui nivelle tout. Ce sont les mots de Melville, la mort qui nivelle tout. L'universel inconnu qui s'empare indifféremment de tous les corps dénués d'âme, c'est-à-dire de texte. Les corps dénués de texte. La mort qui nivelle tout. La mort, entre guillemets, de Queequeg possède un sens propre. Le sens irréductible à une simple formule qu'est Moby Dick même. On ne peut pas réduire Moby Dick, ni résumer Moby Dick en une simple formule. Et ce sens est précisément celui-là même qui aimante sa résurrection. Le sens du corps texte de Queequeg. Voilà ce qu'écrit Melville. Un indicible respect, mêlé de terreur, s'emparait de vous tandis que, assis au chevet de ce sauvage agonisant, vous voyiez d'étranges choses sur son visage, les mêmes que virent tous ceux qui assistaient à la mort de Zoroastre. Je souligne, nous sommes chez Nietzsche, car ce qu'il y a de vraiment merveilleux et de terrible dans l'homme n'a jamais encore été traduit par les mots ou mentionné dans les livres. Et l'approche de la mort, je souligne, ce qu'il y a de vraiment merveilleux et de terrible dans l'homme n'a jamais encore été traduit par les mots ou mentionné dans les livres. Et l'approche de la mort qui nivelle tout également, fait une égale impression sur tous, comme d'une dernière révélation que seul un auteur revenu de chez les morts pourrait raconter comme il faut. Par l'intermédiaire de Queequeg, cet auteur n'est autre, on l'aura compris, que Melville. Et ainsi, puisque Moby Dick n'est pas achevé, au moment où Queequeg tombe malade, et que Queequeg est Moby Dick d'une certaine manière, il incarne littéralement Moby Dick, il décide de guérir de son agonie. Et comme alors quelques-uns manifestaient leur heureuse surprise, il répondit en substance, donc il guérit, il décide de guérir, il va plus mourir, que la cause de sa soudaine convalescence était la suivante, de point. Au moment critique, il s'était juste souvenu qu'il avait encore un petit devoir à remplir à terre, il avait changé d'idée. Il affirmait que pour le moment il ne pouvait plus mourir. On lui demanda alors si vivre ou mourir était une affaire de volonté et de bon plaisir. Il répondit que certainement, oui. En un mot, l'opinion de Queequeg était que si un homme décidait de vivre, une simple maladie ne pouvait pas le tuer. Rien ne pouvait le tuer, sauf un cachalot, ou une tempête, ou quelque violent destructeur, enfin une brute cosmique de ce genre. Et pour boucler la boucle en forme de nœud marin mystique, l'instrument de cette résurrection, le roman, le cercueil pirogue de Queequeg, est transformé en bouée. Et Queequeg ressuscité le recouvre ainsi de ses propres tatouages, c'est-à-dire une théorie complète des cieux et de la terre et une sorte de ruse mystérieuse sur l'art d'atteindre la vérité. Comme ça que Melville décrit les tatouages de Queequeg. Voilà, c'était ma
mon rapide petit